Salut Younes, Salut Pascal. comment tu vas? Bon, bah, la régie a décidé que je devais prendre la main ce matin, donc c'est moi qui vais faire l'intro. Donc aujourd'hui, on a préparé une émission sur le. Enfin, est-ce qu'on dit émission? On n'est pas à la RTBF non plus, un Non, podcast? mais On dit un podcast. je crois que ça se dit à émission. Il y a pas mal de Émission. gens qui écrivent, Hmm, nous ont demandé plus d'émissions, donc disons plus émission. d'émissions, donc c'est une émission, on émet un message. Et en fait, on va parler aussi aujourd'hui de l'empire du luxe, LVMH, alors qu'on aime, hein, parce que Younes et moi, on a bien sûr des sacs Louis Vuitton, hein, Younes. Et en fait, ils ont connu quelques petites difficultés récemment, et notamment, est-ce qu'ils ont déjà procédé au licenciement ou pas encore? J'ai pas entendu de news par rapport Non, à pas ça. encore, mais disons, c'est dans l'air, ça flotte. Ils sont tellement gavés que ils sont pas pressés Sans de doute. virer des gens. Alors, disons, peut-être, je te laisse juste présenter en fait le point de vue qui était exprimé dans le document qu'on a préparé sur le fait qu'ils vont peut-être procéder à des licenciements. Bon, en gros, on peut dire que les chiffres sont pas extraordinaires. Bon, en même Mhm. temps, ils sont montés tellement haut en termes de valorisation, en termes de revenus que forcément, bah, quand les Chinois achètent un peu moins, tu as aussi les prix de revient qui sont tombés réels, en fait, où justement, tu as plein de boîtes chinoises qui ont dénoncé les marges folles. Et donc, voilà, l'industrie du luxe, enfin, surtout LVMH, on va pas dire a du plomb dans l'aile, mais notamment suite aux réactions de Bernard Arnault, tu vois qu'il commence à en avoir marre de Mhm. l'Europe, de la France, et puis justement, il a perdu quoi, 30 milliards en un mois, un truc comme ça de valorisation. Donc, Oui, potentiellement, il va y avoir des licenciements. Enfin, c'est ce qui est logique. Si Microsoft, ils ont viré 7000 personnes, on imagine que LVMH, ils vont en faire de même. oui, et c'est tout à fait normal, en fait. Moi, de ce point de vue-là, si tu veux, je trouve que ça ne pose aucun problème parce qu'en fait, c'est quand même un Tu vas homme te faire d'affaires. tuer de Hein? dire ça. Tu vas te faire Non, mais allumer. non, mais si je veux la raison. Alors, peut-être je contextualise un peu. Oui, c'est normal. Voilà. Non, mais honnêtement, c'est Le normal. CEO qui parle. Et là, il y a Mais Pascal avec la casquette de CEO qui vous non, dit mais que c'est normal. si tu veux, LVMH, voilà, c'est pas Bernard Arnault qui gère ça tous les matins comme ça du petit doigt, hein. Il a toute une équipe de gens extrêmement rompus à la chose et tout à fait brillants qui le font. On ne fait pas le plus grand empire du luxe au monde comme ça par chance, C'est n'est-ce vrai. pas? Donc, ils ont racheté toute une série. Comment est-ce qu'ils ont construit en fait cet empire du luxe? En fait, ils ont commencé en fait avec une première entreprise, puis deux, puis trois, puis quatre. Et en fait, là où ils ont été brillantissimes, et c'est toujours facile de dire oui, mais bon, les salauds, etc. Ouais, ok, mais n'empêche que construire le plus grand empire dédié au luxe au monde, ça demande quand même un talent certain. Parce qu'ils ont réussi en fait à spotter des marques qui étaient sous-exploitées et ensuite de les marketer à un niveau mondial et puis d'augmenter les profits qui sont liés. Donc en fait, ça, vu du dehors, ça a peut-être l'air facile, mais je pense que c'est quelque chose de très difficile à faire. Ils ont eu une stratégie qui s'est révélée être gagnante, ce qui n'est pas forcément toujours évident, et ils ont réussi à exécuter sur cette stratégie. Donc je pense que on peut pas faire comme si tous les matins du monde, chacun et chacune construisait un petit empire dans le luxe. C'est pas, enfin, je veux dire, voilà, il faut quand même reconnaître déjà que de construire un empire pareil, c'est pas quelque chose de facile à faire. D'accord? Donc, il faut beaucoup de talent pour le faire. Ensuite, cet empire s'est beaucoup développé. Puis maintenant, enfin, une immense industrie du luxe. Et maintenant, en fait, bien sûr, il y a, comme dans toutes les industries, des moments moins fast. Et on est dans un moment plus difficile parce qu'il y a les tariffs qui changent un peu la donne. Ça veut dire que potentiellement, en fait, et une grande incertitude, ça veut dire que potentiellement, le marché américain, il va être un peu moins juteux. Il y a tout il y a une tension, si on veut, avec la Chine aussi et les clients chinois qui achètent moins. On rappelle qu'ils sont 1, quelque chose milliard, on ne sait pas exactement. Mais disons, quand tu as 60% du monde qui est en Asie et que l'Asie commence à un peu moins commander tes produits, ben effectivement, que tu as des difficultés.
Alors maintenant, pourquoi sans avoir besoin de regarder les détails, peut-être on peut expliquer aux auditeurs pourquoi, en fait, quand on dirige une gigantesque entreprise comme celle-là, ils sont obligés et ils vont être obligés de prendre des mesures. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'en fait, vu du dehors, on se dit toujours, les salauds, ils ont gagné plein d'argent et maintenant ils virent tout le monde. Alors, bon, c'est un peu vrai, mais en fait, c'est le but d'une entreprise. Le but d'une entreprise, c'est de gagner des sous. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, quand il y a tout d'un coup les conditions cadres ou le contexte qui change de trop, eh ben, tu es obligé de t'adapter. Et si tu ne t'adaptes pas, c'est tout qui tombe. Ce n'est pas vrai. juste quelques emplois qui disparaissent. Alors évidemment, pour les gens, les pauvres gens qui vont perdre leur emploi, c'est dramatique et triste et affreusement difficile du point de vue humain, c'est évident. Mais si tu regardes ça du point de vue de l'entreprise, pour eux, en fait, ils n'ont pas trop le choix parce qu'il y a un moment où il faut prendre des mesures, d'accord? Et ça, c'est le fait d'être aux responsabilités dans une entreprise. En fait, ça t'oblige en fait à assurer la pérennité de ce truc. Et là, encore une fois, moi, je suis absolument persuadé que dans le groupe LVMH, avant de laisser des gens partir, enfin, de les licencier, ils y réfléchissent à 2, voire à 3 fois parce qu'en fait, ils ont tout un savoir-faire dans la manière de fabriquer les choses, de planifier les prochains produits, de marketer les produits. Donc, en fait, si tu te sépares de collaboratrices et de collaborateurs, tu perds en fait une partie de ton savoir-faire. Donc, en fait, je pense qu'ils le font la mort dans l'âme. Ça, je ne crois pas une seconde qu'ils s'injustent, oui. J'ai une question pour toi parce que tu Ouais. parles de savoir-faire. Est-ce que vraiment ils ont du savoir-faire ou Oui. la majorité de ce qu'ils font est fabriqué en Chine et puis Ouais. c'est outsourcé? Alors, je vais te dire, on va faire un exercice de pensée très simple. Imaginons qu'en fait, il n'y ait pas de savoir-faire chez LVMH. On imagine, hein? Imagine, ouais. Ce que je ne crois pas du tout. Si c'est le cas, en fait, tu contactes ces fournisseurs en Chine, tu fais un knock-off avec une marque un peu différente, et puis toi et moi, on fait un empire du luxe. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est T'es vrai. d'accord? S'ils ne savent Ouais. rien faire, en fait, on va arrêter on va faire un podcast de luxe. Ah, alors attends, je reformule. Vas-y. Si on enlève, quand je dis savoir-faire, c'est vraiment, tu vois, l'artisanat derrière, les sacs derrière. Mais eux, ce qu'ils savent bien faire, imaginons que ça, c'est outsourcé. Ce qu'ils savent bien faire, c'est le branding, c'est le marketing Non, pas et que ça. avoir des grosses marques derrière, tu vois. C'est là où ils Du ont tout. un avantage. Du tout. Il est tout à fait possible que pour un produit ou pour un autre, effectivement, une partie du savoir-faire se soit en partie échappée, mais je pense qu'en fait, c'est la chose qui regarde le jour, la nuit, en dormant et sous la douche. C'est quelles sont les choses clés? Est-ce qu'on a conservé le savoir-faire? Ils ont des tas de gens qui font de l'artisanat. Et puis, pour connaître un peu, on va pas les mettre dans l'embarras, mais Vas-y. Qui? non, mais ils sont aussi actifs, on va dire, dans l'horlogerie. Et crois-moi, les Ah gens qui non, dis sont pas actifs alors. dans l'horlogerie, ce sont des gens c'est dans les gens les plus brillants que je connaisse, qui ont un savoir-faire qui est mais absolument dingue. Donc, ce sont des gens extrêmement compétents, en tout cas ceux que je connais moi, d'accord? Et non, non, on peut que avoir le plus grand respect pour ça, et c'est une vision qui est complètement fausse, et ça, c'est un truc de titre de journal. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'en fait, si c'était si facile de faire des marques, de monter une marque et de faire des sacs en cuir, et puis qu'il suffisait de s'adresser à un fournisseur en Chine, eh ben, fais une marque Faisons-le. demain matin, puis vas-y, eh ben, good luck. Parce que le truc, c'est que moi, j'ai eu des fournisseurs en Chine, je sais comment ça se passe. Je ne sais pas tout, mais je l'ai fait. Eh bien, crois-moi que good luck with that. Hein. Il faut un immense savoir-faire. Ce n'est pas vrai du tout. Mais si on Euh, extrapole, tu peux te dire que voilà, hum, ils ont certaines pièces. Je sais pas, peut-être si tu prends un Louis Vuitton, donc tu as hum, l'entrée de gamme à 500 francs suisses, 500 euros. Tu vois, c'est hum, du simili-cuir, c'est même pas du cuir. Et hum, après, tu as tout ce qui est plus cher, peut-être à 2, 3, 5 000 euros. Bah, là, vraiment, c'est un peu le fer de lance de la marque, le vrai cuir, l'artisanat, la française, hum. dans les ateliers. Et puis, en fait, ils font beaucoup plus d'argent avec l'entrée de gamme où tout le monde veut être un peu wannabe, tu vois. Et là, c'est fabriqué en Chine. Tu vois un peu leur stratégie? Bah, bien sûr, mais si tu veux, bien entendu. And so what? Que les gens essayent, qu'ils y aillent.
qu'ils y aillent. Le luxe, en fait, il faut que ce soit rare, il faut que ce soit difficile à obtenir. En fait, visiblement, ça convient aux gens puisqu'ils achètent des sacs à 500, 1000 ou 2000 euros, etc., etc. Ben, Même pas du cuir, c'est du plastique. ouais, et alors? C'est juste la marque, quoi. Ouais, et alors? Et Non, c'est alors? vrai, parce que personne ne leur met le couteau sous la gorge pour aller acheter. On est libre. En fait, moi, personnellement, je vais pas m'acheter un sac Louis Vuitton, mais enfin. Toi, t'es sur du Hermès, toi. Toi, c'est Bah bien, plus. C'est du oui, Hermès. bien sûr, parce que je fais du cheval, comme tu l'imagines. Non, je fais pas de cheval, j'ai la trouille, j'ai fait du cheval une fois dans ma vie, je suis pas remis. Moi, Ouais, je peux faire que du poney, moi. C'est t'as mon chuté? maximum. Un petit poney. Non, je n'ai pas chuté, mais quand même, j'avais peur. C'est très haut, un cheval, hein. Très, très Bah haut, oui, hein. mais Et il n'y c'est. a pas de frein, c'est pas comme une moto, hein. Il n'y a pas de frein. Euh, je raconte l'anecdote après du cheval, non, mais pour revenir juste au sujet, en fait, il faut que les auditeurs se posent la question, est-ce que de monter un empire dans le luxe qui fait des dizaines de milliards de chiffre d'affaires par année, c'est quelque chose de facile? Non, c'est Non. très difficile. Il y a donc toute une série, il y a des équipes de gens extrêmement compétents, et là, je peux témoigner parce que ceux que je connais qui sont actifs chez Cheval, c'est parmi les gens les plus brillants que j'ai rencontrés de ma vie. Ils sont forts, fins, subtils, tournés vers les gens, respectueux. C'est pas du tout vrai de dire qu'en fait, c'est des gros bourrins qui s'en fichent des gens. C'est pas vrai. Et je veux dire, on n'a pas tellement de géants, on n'a rien dans la tech en Europe. On n'a ni Microsoft, ni Google, ni quoi que ce soit. On a LVMH. Alors, on peut ne pas leur tirer dessus. Maintenant, quand tu diriges un groupe comme ça, si tout d'un coup les conditions cadres changent parce qu'en fait ça se tend, etc., à cause de la Chine, des tarifs aux US, etc., eh ben, ils sont bien obligés de prendre des mesures. Et moi, je suis persuadé s'ils le font, ils le font dans la mort dans l'âme, parce qu'il y a un moment où, dans une entreprise, si tu veux, si ça commence à partir en steak, parce que LVMH, ça a été un grand succès, mais il y a aussi des entreprises qui meurent, hein. Et en fait, Claire. ils doivent faire le boulot de maintenir le reste pour en fait qu'il y ait des autres emplois et que ça puisse continuer. Et puis l'autre chose qu'on avait noté dans les Et feuillets en parenthèse, c'est moins 2% sur les ventes. Ouais. À peu près 20,3 milliards d'euros. Premier trimestre 2025. Donc, c'est énorme. Ben ouais, voilà, c'est pour ça qu'ils doivent réagir, hein, c'est la vie. Mais Si... en parenthèse, il est assez fourbe, Bernard Arnault, pour savoir bien réagir. Parce que si on prend un peu l'historique de LVMH, il a réussi à prendre le contrôle d'LVMH en 88 avec une OPA assez agressive. Et ce qui se dit, c'est qu'il a profité des rivalités entre Henri Racamier de Louis Vuitton et Alain Chevalier de Moët Hennessy. Et puis, il a acheté des actions, puis il a manipulé les alliances et viré Racamier, tu vois. Écoute, je ne sais pas, mais ça, moi, je Non, pense c'est vrai. que mais ça, c'est un commentaire de rageux, ça. C'est les rageux qui disent ça. Et tu sais pourquoi? Parce que, mais oui, c'est un commentaire de rageux, quoi. Bah, si c'est si facile, allez-y. C'est le vœu. J'ai pas dit que c'est si facile. J'ai dit qu'il est assez fourbe pour Non, savoir ce qu'il faut faire. c'est un homme Un d'affaires opportuniste. Non, c'est un. Mais oui, mais parce que tu crois que les grandes fortunes ou les grandes. Bien sûr qu'il faut ferrailler un peu, bien sûr. Mais c'est pas de sa faute si en fait ces deux personnes se chicanaient et qu'ils n'étaient pas contents. Il a quand même su voir l'opportunité et puis y aller. Non, 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 non. Moi, je suis pas du tout d'accord. Construire de dingue, quoi, entre 2025 et puis, entre le moment où, imaginons en fait qu'il a bénéficié d'une chicanerie, ce qui est fair play dans les affaires. C'est vrai. C'est la vie. Eh bien, il a bénéficié. Mais regarde ce qu'il en a fait. Ah, ça, tu peux pas lui enlever. Parce que Louis Vuitton en 88, 89, c'est pas ce que c'est maintenant actuellement, quoi. Voilà. Donc, en fait, c'est quand même l'œuvre d'une vie qui a contribué à incroyablement faire rayonner le luxe, on va l'appeler à la française, dans le monde entier. C'est quand même pas la pire des nouvelles. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Je veux dire, comme homme, et comme humain, il est vraiment critiquable, comme toi, comme moi, comme tout le monde. Mais du point de vue industriel, on peut que avoir de l'admiration et du respect pour cette réussite industrielle. Il y est arrivé. Moi, je trouve, je ne comprends pas pourquoi on se refuse à admirer en partant du principe qu'en fait, les gens sont
malhonnête. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et d'ailleurs, est-ce que tu réussis dans les affaires à ce point-là si tu es quelqu'un d'imbuvable et de malhonnête? Ben non, Ah, ça, je sais pas. ben non, parce que Ils ont les bons contacts, quoi. mais ouais, mais non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'après, Louis Vuitton, ils ont, enfin non, comment, LVMH, ils ont racheté plein d'autres boîtes. Ben, il y a un Ouais. moment où il faut convaincre les gens de te vendre leur business. Et ben pour ça, il faut avoir de l'entre-gens, il faut pouvoir montrer que ça va développer les choses. C'est pas vrai en fait que c'est. Par contre, je pense que effectivement en France, dès que quelqu'un réussit, en fait, les rageux se réveillent quoi. Et en général, les rageux, ils ont rien fait, hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça, moi, je trouve un peu facile. Et puis d'autre part, le commentaire que je ferais, c'est qu'en fait, la justice, ça existe. En fait, si il a profité d'une bisbille entre des gens et que c'était pas illégal, eh ben tant mieux pour lui. N'empêche que ce qu'il faut regarder, c'est les 40 années qui ont suivi, ou ouais, presque, et cette réussite phénoménale. Et tu n'ajoutes pas autant de marques et de produits à un groupe mondial si tu es pas intéressant, intelligent, fin et un redoutable homme d'affaires. C'est pas vrai. Il avait une vision, il a tout misé dessus et ça a fonctionné. Donc non, là, je pense qu'il faut respecter. Et puis par rapport au champagne, à mon avis, ça n'a pas grand-chose à voir avec les tarifs ou ces trucs. C'est que on consomme de moins en moins d'alcool. Point. Moi, je me rappelle, dans une vie précédente, Tu j'avais penses? accès. Ah oui, c'est sûr. J'avais accès aux chiffres. D'ailleurs, ils viennent de racheter une boîte qui fait du champagne sans alcool. La preuve qu'ils ont quand même une bonne vision. Et en fait, j'avais accès à tous les chiffres de la viticulture suisse. D'accord? Mhm. Et en fait, si tu regardes ça sur des longues séries, alors, mais ça, contextualisation pour les auditeurs, quand on regarde des statistiques, il faut toujours se méfier déjà, hein, si ce n'est pas vous qui les avez trafiqués. Comme disait Churchill, je ne crois qu'aux statistiques que j'ai trafiquées moi-même. Mais en gros, ce que je vous encourage à faire, il ne faut pas regarder les statistiques sur un mois, un jour, 2 jours, 3 mois. Il faut regarder les séries les plus longues possibles. Et si tu regardes en fait la consommation de vin en Suisse sur quelques dizaines d'années, en fait, c'est un truc comme ça. C'est une pente qui va vers le bas. Ben Ouais. voilà, dans les années 70, les gens mangeaient buvaient très volontiers du vin à midi. Bon, maintenant, ça existe beaucoup, beaucoup moins. Alors, on peut dire que c'est une perte culturelle, etc. Puis, on peut aussi dire que l'alcool tous les jours, c'est pas forcément le top. Donc, les gens boivent moins. Ben voilà, si tu vas te promener en Valais, tu vois qu'il y a des vignes de partout. Ben voilà, il y a un moment où ça disparaîtra parce que les gens boivent de moins en moins de vin. C'est comme ça, c'est ainsi. J'aimerais avoir ton opinion là-dessus parce qu'en 2024, ils ont donné 7 milliards de dividendes. Mhm. D'un côté, ils vont commencer à licencier des personnes. T'en penses quoi? Je sais que voilà, les actionnaires, il faut les récompenser parce que c'est eux aussi qui prennent les risques, qui ont mis de l'argent Non, parce que dans la boîte. ce sont deux choses différentes en fait. Les capitaux qui sont investis dans une société, en fait, ils sont à risque. Si la société fait faillite, ces capitaux sont perdus, sans parler des éventuelles responsabilités qui suivent. Donc en fait, une société qui fabrique des produits de luxe comme LVMH, mais on pourrait prendre une société qui fait des voitures, ben à la fin de l'année, elle dit, ben voilà, donc son but, il est lucratif. Une société, elle a un but lucratif, c'est pas… Alors, il y a des sociétés à mission, il y a des associations, mais une entreprise, elle doit gagner des sous. Et il y a un truc bizarre dans la vie et dans les entreprises, c'est que c'est soit tu vas vers le haut, soit tu vas vers le bas. Mais l'état stable, flat, il n'existe pas tellement. D'accord? Une autre manière de dire la même chose, moi je dis souvent ça, c'est en fait, un chef d'entreprise, il a deux solutions. Il peut créer des problèmes qui sont liés au fait que ça grandisse et qu'il y ait de l'abondance. Et ce sont des problèmes, parce qu'il faut engager des gens, il y a des choses qui ne marchent plus parce qu'on vend trop, on vend plus. Ou alors, il n'y a pas assez de business et ça va vers le bas. Et ça, c'est un problème que moi, personnellement, je trouve qui est moins agréable. Donc, en fait, le rôle d'un chef d'entreprise, c'est d'essayer d'avoir une stratégie, un plan et d'exécuter ce plan pour en fait générer de la croissance. Voilà. Donc, et de s'adapter au contexte, etc. Donc, en fait, ben, ils ont décidé en fait de distribuer des dividendes, ce qui est leur droit. Et ça, c'est un stock. Par contre, quand un business
devient moins profitable, comme par exemple le champagne, faisons l'hypothèse qu'en fait, ils constatent que sur une dizaine d'années, là, ils ont mis en place tout un plan marketing, etc., mais que ma foi, les gens boivent de moins en moins de champagne. Là, voilà, au bout d'un moment, il faut moins de monde pour fabriquer du champagne, c'est la vie, tu vois. Tu peux pas forcer. Imagine maintenant que LVMH commence à distribuer des bouteilles de champagne aux petits-enfants qui sortent de l'école pour les rendre accros. Ben, je ne pense pas que ça passerait très bien. On ne voudrait pas ça. Ils ne le font pas. Et en fait, il faut constater qu'en fait, ben voilà, les gens boivent moins. Ils sont peut-être plus conscients de leur santé. Peut-être que c'est une mode qui est un peu passée. Peut-être que voilà, c'est moins considéré comme étant le marqueur obligatoire de toute une série de cérémonies. Eh ben, si tu constates en fait que le domaine des spiritueux est en déclin de manière, et là ce serait lié à un changement de contexte au niveau sociétal, c'est-à-dire si les gens consomment moins d'alcool parce que c'est vu maintenant comme un problème et plus comme un truc très fréquent, bah, tu dois t'adapter, tu ne peux pas avoir le même nombre de gens, c'est la vie. Ouais. Tu vois, et je ne crois pas qu'il faille lier, je ne comprends pas pourquoi les gens font ça, enfin non, je comprends pourquoi, mais c'est complètement bête parce que, ok, cette société, elle a gagné des sous, mais elle a un devoir, en fait, enfin, ils décident de comment ils vont les distribuer, mais je sais, 7 milliards, ça a l'air énorme, hein, mais ça va très vite, en fait. Et si structurellement, non, mais c'est vrai, si structurellement, tu as une partie, toute ou partie du business qui perd des sous, tu dois t'adapter, parce que ça, c'est le run rate, ça, c'est ce qui sort tous les jours. Donc, non, moi, je pense que leur travail, c'est déjà de rester en vie en tant qu'entreprise. Et je pense que les employés de LVMH sont plutôt bien pris parce que comme il y a toute une dimension de luxe, d'artisanat, de savoir-faire, de luxe à la française, c'est une des entreprises au monde qui aura le plus tendance à garder un savoir-faire, un savoir-être, un savoir-vivre. Parce que les employés de LVMH, ils font aussi la qualité des différents produits. Mais maintenant, si dans les spiritueux, les gens boivent plus de pinard, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? il faut réagir. Ils ne peuvent pas faire autrement. Est-ce que tu penses que toi qui est un grand CEO et qui connaît beaucoup de grands CEO non, là, il exagère. à l'étranger, tu dois être à une personne de Trump, toi aussi. Ah oui. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'ego aussi, comme Hermès a fait plus de %, ils sont devenus la plus grosse boîte en termes de capitalisation boursière. Est-ce que tu penses qu'il y a une petite guerre d'ego aussi? Ouais. Sachant que eux, ils ont fait moins 30% en une année. C'est tout à fait possible, j'en sais rien en fait. Je connais Quand pas tu te lèves le matin et tu te dis ouais, j'étais le numéro 1 pendant des années. Non, mais je connais pas Monsieur Arnaud, mais si tu veux. Tu te vivrais comment toi? Toi, t'es très simple, toi, très humble, mais. Pas tant que ça, mais non, mais. T'es aussi un petit compétiteur aussi dans bien sûr, mais est-ce que tu penses qu'en fait, tu construis le géant mondial du luxe si tu n'es pas un peu compétiteur? Ah bah ouais, justement, c'est pour ça que je te pose la question. J'en sais rien en fait, si ça l'embête ou pas. Je pense qu'il connaît ses concurrents. Et puis, si tu veux, faisons une expérience pensée. On essaie de se mettre à sa place. Donc, le gars, il part pas de rien, pas du tout. Il avait certainement plein d'atouts pour lui, mais il a quand même fait preuve d'une grande vivacité d'esprit, on va dire. Et il a réussi à développer le plus grand il est fort, groupe au monde dans le luxe. Donc, enfin, j'entends, bah voilà, moi, j'ai pas fait ça, toi, tu n'as pas fait ça. On ne fera jamais ça. Il y a peu, si tu comptais maintenant les grands capitaines d'industrie vivants, bah, il fait partie du top, je ne sais pas combien. C'est quand même une réussite qui est fantasmagorique. Ah, top 5, ouais. Voilà. Donc, en fait, quelles sont les caractéristiques clés pour pouvoir réussir à délivrer une réussite pareille? Ben, il faut évidemment avoir envie de réussir. Voilà, et je ne pense pas que c'est un problème. Il faut faire preuve d'une grande habileté, d'une grande intelligence et d'une grande endurance. Parce que ça lui a quand même pris genre 35 ans. Hein. Ouais. Donc, ou plus. Hein. C'est comment ça fait 80. Ouais. 88 à peu près. Allez, 37. Tu vois, 37 ans. Donc, quand même, hein, 37 ans, c'est un bout de vie. Donc, il connaît quand même bien son business, etc. Et puis,
je le connais pas. Après, c'est des questions de personnalité, mais ce que je pense, c'est qu'il ait des réactions liées à l'ego ou pas. Bien sûr qu'il a un ego, sinon tu arrives pas là. Mais une fois que tu as tout réussi, surtout à ce point-là, bah, je pense quand même que tu avances et que tu considères les choses autrement. Et probablement maintenant, il est dans une phase où en fait, et ça fait vraiment plusieurs années, où en fait, il regarde comment est-ce qu'il va transmettre ça. Comment tu transmets en fait les clés d'un empire pareil, c'est pas si évident, d'accord? Euh, c'est pas si facile parce qu'en fait, il y a quand même dans les entreprises des fois des personnes clés qu'il est délicat et difficile, voire impossible de remplacer. Donc, c'est un gros défi et c'est certains qui sont à la manœuvre pour gérer ça. Et je pense qu'il est beaucoup plus dans une réflexion liée à la pérennité qu'une réflexion liée à une concurrence avec un éventuel. Parce que Hermès, c'est un concurrent à eux ou bien? Ouais, Ok, ouais, puis ils sont passés devant. ok, Ils ok. sont passés, ils ont fait plus de pourcents cette année, donc Ouais. c'est Bon, la plus grosse boîte française en bourse. bon, ben voilà. Mais si tu veux, je pense pas que ce soit son sujet. J'en doute, moi. J'en doute fort. Je pense Parce qu'il a quand même... il vise Non, beaucoup plus vas-y. le long terme. Parce qu'il a quand même été pleuré plusieurs fois en critiquant l'Europe, comme quoi on les laissait pas faire leur boulot, les taxes, la Ah, mais, France, etc. Donc, ah, mais ça, est-ce c'est que autre tu... chose. Ouais, C'est autre chose. Moi, en fait, je suis obligé d'être d'accord avec lui. Et je pense qu'en fait, l'Europe, c'est une poule sans tête qui continue à courir et qu'elle comme quoi prend ils sont de. pas capables de négocier les tarifs avec les États-Unis et tout, quoi. Parce que déjà, il n'y a pas les structures, les superstructures qui permettent de le faire. En fait, l'Europe, c'est une collection d'États-nations. Et moi, je pense qu'elle est en train d'exploser en plein vol. On a regardé, ouais, on a commenté plusieurs auditions au Sénat français sur des chefs d'entreprise. Sur un ton un peu différent, ils disent un peu tous la même chose. Ouais, c'est le même son de cloche. Ouais. Voilà. Quand tu as le patron, le grand patron d'Airbus, on en a parlé, qui explique que bah voilà, les développements liés à l'IA, ça ne va pas se faire en Europe parce qu'ils ont fait voter des lois qui sont dissuasives pour un géant comme Airbus qui peut se permettre de prendre une amende de 3 milliards sans frémir. Ben, il envoie un message. Alors après, voilà. Et encore une fois, moi, je ne sais pas pourquoi. Ben alors, mon constat, c'est que je pense que euh, objectivement, l'Europe en tant qu'entité, où beaucoup de dirigeants européens, en fait, ils sont très loin du réel et de la réalité et qui prennent de très mauvaises décisions. Ils ne nous emmènent pas collectivement vers un projet euh, euh, sympa. Maintenant, pourquoi ça arrive maintenant, je ne sais pas. Pourquoi il y a autant de pourcentage de la classe politique qui est, disons, assez éloignée de la réalité en même temps, je ne sais pas. Mais visiblement, ça ne fonctionne pas. Et si tu veux, la différence entre les politiciens et les instances européennes et le patron de LVMH, c'est que le patron de LVMH, lui, il ne peut pas faire marcher la planche à billets, il est beaucoup plus proche du réel. Donc, en fait, il envoie un signal pour dire, ben, les gars, ça ne va pas. Et c'est de loin pas le seul groupe qui réfléchit de se faire lister aux États-Unis parce que les multiples sont beaucoup plus intéressants. Il y a toute une série de raisons, en fait, de faire ça. Donc, même Total, il y a eu des rumeurs comme quoi il pourrait aller se faire coter aux États-Unis. Ouais, Donc, si tu veux, si c'était qu'un seul cas, on pourrait commenter de la psychologie des personnes qui sont en charge. Mais là, visiblement, c'est quelque chose qui est réparti de manière homogène dans différents types d'industries et à différentes échelles. Donc, c'est pas le problème de LVMH, c'est le problème du rapport au réel, à mon avis, des élites européennes, des élites politiques européennes qui sont de part trop éloignées. Personne en Europe ne veut de cette guerre en Ukraine, pourtant, ils ont qu'une seule idée, c'est de prolonger le combat. Enfin bref, je pense il faut écouter des gens comme John Mersheimer et autres. Euh, c'est il y a drôle ce que tu dis. il y a quelque chose que je ne comprends pas, mais voilà, ça part en steak et puis il a au moins le courage de le dire. Je sais pas si tu as vu hier, ils ont fait le premier EU-UK Summit. Mhm. Et en gros, van der Leyen, elle Oui. te dit, c'est cool, on va écrire un nouveau chapitre. Et puis, ils sont en train de signer des accords, des partenariats. Et là, justement, enfin, maintenant, en direct, il y a la conférence sur le budget annuel qu'elle est en train de donner. Ça, Mhm. c'est quelque chose, je pense on devra discuter, mais Ben oui. ils essayent de faire pas mal de choses, en tout cas. Il y a pas mal
d'annonces, pas mal de déclarations, mais au final, on verra ce qu'en dit justement ces capitaines d'industrie, comme tu le dis. Ouais, mais si tu veux, moi je pense qu'il ne faut pas passer trop de temps non plus à écouter les politiciens, si tu veux. En fait, ils disent des trucs, ils pensent qu'en fait, ce sont les mots et les discours qui vont. C'est pas pertinent, tu penses? Ils sont enfin, Non, parce que je pense. irrelevant. C'est pas qu'ils sont irrelevant, mais si tu veux, ils n'ont de cesse que de faire de grandes déclarations sur les zillions ou les dizaines de milliards ou les centaines de milliards qui vont être investis ici ou là, les guichets de l'IA, là, tu te rappelles? Ouais, le guichet unique. Ouais. Le guichet unique. Ouais, il n'y a Tu sais, rien qui se passe. il y a un moment, si tu veux, si moi j'arrive avec un slip sur la tête et puis je commence à te parler en farci, il y a un moment où il faut me couper le micro. T'es d'accord? Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne, ça veut dire qu'il y a peut-être plus lieu de m'écouter. Et je pense qu'il ne faut pas du tout être méchant avec ces politiciens. Ils sont certainement à titre individuel des gens bien, mais collectivement, voilà, c'est un peu ambiance fin de l'Empire romain. Donc, je pense qu'il ne faut pas prêter trop attention, si tu veux. Il faut se concentrer sur le réel, c'est ça qui est important pour les gens qui nous écoutent. OK, mon job, je suis dans quel domaine, comment ça va se passer, comment je bricole pour m'en sortir, pour être heureux, pour m'occuper de ma famille, pour construire une famille, où est-ce qu'il faut que j'aille vivre pour que ça se passe bien. Mais d'écouter des discours qui ne sont jamais suivis des faits et qui sont comme ça, qui circulent à très haute altitude, je pense que moi, il ne faut pas passer trop de temps parce qu'en fait, ce n'est pas intéressant et que ça n'a pas d'effet sur le réel. Donc, je pense qu'il faut partir du réel, il ne faut pas partir du discours. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais je comprends aussi pourquoi les Bernard Arnault et tous ces mecs, ils pètent un plomb quand ils voient toutes les régulations, toutes les lois et tout, alors qu'ils sont en mode guerre économique, parce que enfin, ils le sont tous, hein. Mhm. Et que, comme tu dis, ils sont vraiment déconnectés de la réalité. Mais Moi, oui, c'est ça qui me fait rire en même temps, parce que voilà, on n'est pas dans leur basket, mais en même temps, je comprends mais oui. que tu pètes un plomb. Et lui, d'ailleurs, il a ouvert maintenant, ils ont ouvert des usines, ou en tout cas une usine aux États-Unis, pour faire plaisir à Trump. Et puis, on va voir comment ça se passe par rapport à ça aussi. Bah, si tu veux, bien sûr, parce qu'en fait, ils gèrent le réel. On n'est pas dans le blablabla. Bla, bla, bla. Il faut trouver des solutions et avancer. C'est ça la différence. Parce que l'Europe, elle fait blablabla, bla, 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 mais elle ne trouve pas de solution et elle n'avance pas. Et en fait, c'est ça le grand delta, si tu veux. Donc, au bout d'un moment, je pense qu'en fait, il faut un tout petit peu sortir du discours, se concentrer sur ce qui est en train d'advenir, ce qui est souhaitable pour chacun et chacune, et puis agir. Il faut se protéger. Mais le truc aussi, c'est qu'en fait, les grands discours, ça rend fou au bout d'un moment. Parce que les mecs qui sont là, ils déclament, ils réclament, ils font toute une série de blabla, et en fait, il ne se passe rien derrière. Ben voilà, encore une fois, Bernard Arnault, il a monté un empire du luxe. Je pense quand même que. Alors après, on peut faire le rageux, puis dire oui, mais non, mais il a eu un coup de main ici et là. Ben évidemment qu'il a eu un coup de main ici et là, puis qu'il a été brillant. C'est évident. Mais n'empêche que c'est une réussite. On peut aussi admirer et célébrer la réussite. Non? Ah, c'est clair. Ben, C'est voilà. clair. Surtout qu'il le rend bien, à la France, quoi. Je sais pas ce que Ben, tu en bien penses sûr. justement de ça, mais apparemment, il a mis 150 millions dans les JO de Paris. Et Mhm. puis, entre la cathédrale Notre-Dame, elle avait brûlé. Il Ouais. avait mis 200 millions aussi en 2019. On va, 350 millions qui met de sa poche. il- C'est, on peut que lui dire que c'est cool et merci. C'est tout. ouais. Est-ce que tu penses qu'ils se sont roulés justement, ce qu'ils se dit, voilà, on est en train de mettre des bâtons Non, dans les non, roues, des non. régulations, alors que moi, Non. j'ai Je pense qu'il sorti il est 350 bien millions. au-dessus de ça. À mon avis, la réflexion qu'il mène, c'est quelles sont les caractéristiques. Je pense qu'il voit la déconnade globale des élites, que ça l'ennuie, Européenne. Parce qu'aux États-Unis, ils sont en train de régler ça, quoi. européenne, et que ça, c'est très ennuyeux parce qu'en fait, si tu fais face à des gens qui ont une influence sur le réel, plus ou moins, mais qu'en fait, ça déconne un peu trop, ben, c'est pas très bon. Donc, c'est probablement très embêtant pour lui. Puis qu'il est beaucoup plus, à mon sens, j'imagine, hein, mais je n'ai pas d'insight, mais qu'il est beaucoup plus dans une problématique de transmission, de, 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 de pérennisation. Quand tu as œuvré toute une vie pour construire un groupe pareil,
Si tu es un mec raisonnable, tu penses à toutes ces familles qui dépendent de tout ça et tout ça, puis tu essayes de prolonger le trait, de faire que ça puisse continuer sans toi. Tu es d'accord? À 100%. Bon, donc c'est probablement ça qu'il essaye de faire. Et puis, comme lui, il a le crédit du mec, du fondateur, du mec qui a réussi, il peut dire là, vous m'enquiquinez, si c'est comme ça, on va partir ailleurs. Le prochain patron de ce truc, si c'est un mec qui a été engagé, il pourra moins faire le mariole. Hein. C'est pour ça que les patrons de Michelin, Renault, etc., et Airbus, ils sont comme ça, tout polis quand ils répondent au Sénat. D'accord? Ils sont polis parce que c'est des mecs qui sont payés pour faire un job. Donc, en fait, ils gardent leur… en anglais, on dit composure. Mais voilà, Bernard Arnault, il peut se permettre d'être un peu plus taquin et un peu plus direct. Et moi, je ne pense pas qu'ils vont partir. Mais si tu veux, il faut interpréter ça comme étant le signe qu'il y a quand même un certain nombre de difficultés. Et puis, au bout d'un moment, si on enquiquine trop les entreprises à gauche, à droite et en travers, effectivement, elles partent, quoi. Tu vois? Il n'y a pas de miracle. Ouais. Et en parlant de reprise, si tu regardes un peu ses enfants, donc tu as son fils, Frédéric Arnault, là il est PDG de l'Europiana. Avant, magnifique marque de vêtements, j'ai jamais rien possédé d'eux, mais très beau. Hein. C'est vrai. Ah, mais ça coûte des blindes, hein. Ils font des pulls de ouf, des vestes de ouf, c'est hyper beau, mais le luxe à l'italienne et tout, magnifique. Avant, il était chez Tag Heuer. Tu as Alexandre Arnault qui est VP chez Tiffany & Co. Ça aussi, c'est une belle marque. Antoine, directeur général de Berluti depuis 2011 et il supervise la communication et l'image de LVMH. Et Jean Arnault, depuis 2021, il dirige le développement des produits horlogers et partenariats pour Louis Vuitton, notamment dans les divisions d'horlogerie. Donc, les mecs, ils sont prêts quoi, à reprendre le flambeau. C'est magnifique. Je ne sais pas si tu vois l'effort. Mais oui, mais c'est… la 4 gamins, donc c'est… Mais c'est magnifique. En fait, c'est une société d'industriels, en fait. Les mecs, ils sont impliqués dedans, etc., etc. Et comme ils y passent leur journée, ils sont évidemment liés au futur, en fait, de tout cet empire industriel. Et moi, je trouve ça super. Enfin, je ne comprends pas pourquoi, en fait, il faut râler quand quelqu'un fait un truc aussi chouette. C'est vrai. Ça fait penser un peu à la famille Stern, donc de Patek Philippe. C'est ça. C'est quelque chose qu'on devrait célébrer. En fait. D'ailleurs, tu sais que j'ai appris récemment, il y a 2 semaines en arrière, que tu sais, ils ont arrêté le monsieur là qui envoyait des colis piégés. Et dans mon équipe de foot, il y a un de nos joueurs qui était dans son club de karaté. Mais non. Je te jure. Oh mon Dieu. Voilà. Donc, je ne sais pas plus, j'ai jamais eu l'occasion de discuter encore avec lui. Non, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. En tout cas, lui, je rigole, il vient. Si tu offres un paquet pour ton anniversaire, hein, tu hésites. Hein. Non, c'est un super gars. Je pense juste le prof là, de karaté ou je sais pas quoi, judo, il a pété un plomb, quoi. Bon, le truc, c'est que oui, il y a certainement toute une explication de pourquoi il en est arrivé là, mais si j'ai bien compris, il y a quand même une petite fille qui s'est mangé un paquet puis qui a été blessée. Ouais, bon, ben voilà, hein, si tu veux là, bon, c'est quand même moins fun. Hein. C'est pas juste… voilà, le réel, ça existe en fait. C'est vrai. Non, pour fermer la parenthèse. Donc oui, en tout cas, pour reprendre la boîte LVMH, donc je pense qu'ils sont prêts. On verra de qui des 4 va gérer, mais je pense que ça sera plus le Frédéric Arnault, j'imagine. J'en sais rien, je sais pas, je les connais pas. De par son expérience et des postes qu'il a. Ouais, ou peut-être c'est une possibilité, peut-être qu'ils vont engager quelqu'un qu'ils connaissent, qui est déjà une espèce de COO, tu vois, un mec qui gère les affaires courantes. Tu vois comment eux, ils seront en fait présents au conseil d'administration, mais toujours en fait dans l'opérationnel, dans des branches en particulier. Il y a 1000 manières de s'organiser, en fait. C'est pas… Moi, je pense que d'une manière générale, le vrai talent, c'est d'arriver à comprendre ce pourquoi on est fait. Et par exemple, une manière de le voir, c'est le plaisir qu'on a à faire quelque chose. Et en fait, quand on fait quelque chose avec un immense plaisir, en général, on le fait bien, on le fait mieux.
Et parfois, il faut rester aux manettes, parfois, il faut être dans le board, parfois, enfin, voilà, tu vois, je suis sûr que ce sont des gens intelligents, qu'ils en ont beaucoup parlé, qu'ils ont un plan, il y aura plein d'émotions, mais que ça va rouler, quoi. Et le fait qu'ils soient impliqués, c'est ça qui compte, en fait. Ils ne sont pas aux Bermudes en train de se retirer, ils sont dans l'action. Et Ouais. je trouve ça beau, moi, tu vois. Ce que j'aime bien, c'est ce que tu dis, c'est cet aspect terre à terre et d'être dans l'action. Et puis justement, Ouais. enfin, il y a quelques mois en arrière, en novembre 2024, le holding, donc Agache, elle a racheté la majorité du PFC, donc du Paris Football Club, avec Red Bull en backup à 11% à peu près. Et là, ils viennent de monter en Ligue 1. Ils ont dit qu'ils n'allaient pas trop titiller pour l'instant le PSG. Et leur but, c'est d'être en milieu de tableau. Je sais pas ce que tu en penses. Je crois qu'ils ont même offert le maillot du PFC avec le logo brodé Louis Vuitton dessus. Évidemment, mais moi je trouve ça trop cool. Si tu veux, en général, les grands industriels qui réussissent, ils achètent un club de sport ou ils financent des courses de voile. Ben voilà, c'est pas nécessaire, mais en fait c'est cool. Et alors bien sûr, il y a aussi toute la géopolitique du sport. Hein. Quand tu possèdes un club de sport, si tu veux, d'une certaine manière, ça t'achète un certain crédit social. Mais non, mais Younes, si nous on y arrive, on achète le Servette. T'es Ah ouais, d'accord? c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Mettre un petit peu d'argent, ils ont besoin en plus, les pauvres là. Bah, bien Ah, les sûr. pauvres. Les clubs de sport, ils sont toujours fauchés jusqu'à qu'il y ait quelqu'un de visionnaire qui vienne et qui mette au pot. C'est pas. Même si derrière, c'est la fondation Wilsdorf, hein. Mais eux, ils gèrent ça vraiment, c'est très, c'est un CFO, je pense, qui doit gérer le Servette. Il n'y a pas plus, quoi. Tu vois, c'est Non, les. mais si tu veux, en fait, si tu veux, c'est pour ça que moi, je trouve toujours sympa, en fait, quand il y a des gens qui font des choses sympas, comme par exemple de financer pratiquement toujours à perte un club de sport. Ouais. Parce qu'évidemment, on nous parle, il y a toujours un mec ici et là qui a acheté un club de sport puis qui a réussi à le revendre beaucoup plus cher. Mais la plupart du temps, Ah, tu es euh, d'accord. C'est il y a, clair. il y a deux trucs qui te ruinent, c'est les clubs de sport. Et puis, c'est un autre truc comment il J'ai s'appelle peur de ce que tu allais dire. non, non, l'anglais, là, celui qui est Virgin. Ah, Richard Branson. Ouais, Richard Branson, en fait, il disait cette blague, il disait, bah, tu sais quel est le meilleur moyen de devenir millionnaire? Non. Tu es milliardaire, donc tu as 1000 millions et tu achètes une compagnie aérienne et puis du coup, tu es millionnaire. Et je trouve ça super marrant. Et en fait, c'est vrai, bon, lui, il a quand même fait une compagnie aérienne, mais il a l'air de s'en sortir. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ben voilà, la réussite industrielle, ben voilà, ils claquent un peu de pognon, ils achètent un club de sport. C'est cool. Je ne vois pas pourquoi. Pour moi, critiquer ça, c'est un truc de rageux. Ouais. Vraiment. Je trouve ça bonnard. Et on pourrait dire aussi que d'une certaine manière, ils redonnent un petit peu à tout le monde, parce que ben voilà, ils vont financer ce club, la réfection du stade, blablabli, blablabla, acheter des meilleurs joueurs. Quand il faudra, ils pourront allonger un peu. Puis, du coup, ils vont certainement avoir du succès. Puis peut-être aussi qu'il y a quelqu'un dans cette famille qui est un amoureux du sport. Ah, bah, je pense. Je pense que Voilà, sinon, ils n'auraient pas fait. voilà. Ils n'ont pas fait cet achat. Mais je pense, pour revenir, parce que moi, je suis d'accord avec toi, enfin, je salue son succès à Bernard Arnault, même si son visage me fait flipper. Mais Ah, je rigole. non. Non, je rigole. Mais je pense que où justement les gens ils ont un problème avec toute cette diversification, c'est que tu diversifies dans un domaine où tu fais pas forcément de l'argent et que d'un autre côté tu vas licencier, tu vois. Donc les gens ils se disent ouais, je me fais licencier alors Ouais, que ouais, ils ouais. Mais investissent à droite à gauche. Bah. Alors, Tu vois, c'est quand ça le tu, truc. quand tu prends tous les risques du monde, il faudrait déjà voir qui et quel mécanisme investit dans ce club de sport. En fait, C'est Agache, c'est leur holding. voilà, mais si leur holding, en fait, elle a dégagé des bénéfices d'un business et puis que après ils décident d'investir ailleurs, c'est bien leur droit. Ah, 100%. De toute façon, ils font ce qu'ils veulent, comme tu as dit, c'est une Et société privée encore une fois, on à rappelle but toujours, lucratif. il ne faut pas confondre les flux et les stocks. Le profit d'une année, c'est un stock, c'est un tas. Et les flux, c'est l'inexorable, par exemple, descente aux enfers des spiritueux avec alcool. Ouais. Voilà, c'est la vie. Tu Donc toi, vois? tu leur dis quoi à ceux qui vont perdre leur boulot? Bah Pour que, relativiser. Parce que, attends, juste ouais, pour finir ma question, c'est que
Toi, en plus, tu adores ça. Donc là, on se rapproche avec les spiritueux, on se rapproche des atomes. Donc, Ouais, on est vraiment dans les atomes. ouais. OK? L'IA, elle vient bouffer tout ce qui est marketing, tout ce qui est branding. Et Ouais. puis maintenant, tu commences à avoir du plomb dans les atomes. Hum. Donc, tu leur dis quoi Non, à ceux qui sont. ça, c'est complètement autre chose en fait. Là, oui, les spiritueux, c'est dans les atomes, mais pour avoir eu accès à tous les chiffres de la viticulture suisse, si tu regardes ça sur plusieurs dizaines d'années, tu vois qu'en fait, c'est comme un toboggan. C'est comme les montres aussi. Les montres, on en Hmm, fabrique moins. les montres, c'est C'est un quoi peu les montres? différent. Ça passe On de. fabrique moins en volume, mais d'un autre côté, c'est un bijou et c'est autre chose. On peut pas, attends là, on va trop vite, on peut pas tout comparer. Mais le fait est, c'est que pourquoi les gens consomment de l'alcool? C'est pas uniquement pour l'aspect culturel et le goût, c'est parce qu'ils se mettent caisse. Je sais pas si tu as déjà vu ces TikTok où tu as des espèces de petits dessins, puis il y en a un qui dit on fait un apéro mais sans alcool, puis l'autre il finit par hurler. On mettra le lien en commentaire, mourir de rire. Et en fait, s'il y avait pas d'alcool dans le vin, les gens boiraient pas de vin. D'accord? C'est sûr. C'est une drogue. Et c'est pas une drogue qui est si banale que ça. Il y a des gens qui sont alcooliques, c'est pas rigolo du tout. Donc, je dis pas que le vin, c'est forcément l'alcoolisme, mais si on regarde, par exemple, les années 50 ou 60, le nombre de gens dont la vie a été gâchée parce que les parents buvaient, parce qu'ils se sont mis à boire très jeunes, etc., c'est pas fun du tout. Donc, on va pas dire le fait que globalement, collectivement, on consomme moins d'alcool, c'est la pire des nouvelles. C'est bien. Et puis, de temps en temps, on boit un verre. Bon, ben, OK. Mais la vérité, c'est que euh, le, le, les stats, il faut les regarder sur le temps long et sur les grandes échelles. Et l'humanité est en train de boire de moins en moins d'alcool parce qu'on a compris que ça faisait du mal. Voilà. C'est pas plus compliqué. Donc, c'est pas une super mauvaise nouvelle. C'est une nouvelle, c'est une adaptation, c'est un changement. Donc, en fait, ils doivent réagir à ça. Ils ne peuvent pas faire autrement. D'accord? Et moi, je ne suis pas d'accord pour dire ah, c'est une affreuse nouvelle. En fait, on n'est plus en train de se piquer le tube de 11 h du matin à 10 h du soir. Non, c'est bien Ah, qu'en ça, fait, c'est clair. on boive moins. C'est clair. Je ne vois pas de pourquoi il faudrait célébrer une consommation complètement zinzin d'alcool. Non, je ne suis pas d'accord. Et du coup, mais bien sûr, il y a tout l'aspect culturel, il y a la vigne, il y a le terroir, tout ça, je le comprends très bien, mais les grands chiffres, ça sera comme le cheval, si tu veux. Le cheval, maintenant, on en fait de temps en temps, mais pas tout le temps. Avant, c'était un moyen de transport. Ben, le vin, c'était aussi un moyen de stériliser l'eau quand les réseaux d'eau n'étaient pas propres. Puis c'est un truc auquel on devient accro. C'est terriblement difficile d'arrêter de boire. Je parle par expérience personnelle. Moi, je bois de l'hiver, j'ai mal à la tête, mais disons, les gens qui boivent, bah, ils te font des récits qui sont velus par rapport à la difficulté que ça représente. Ça gâche des vies. Donc, il ne faut pas Mm. commencer à faire l'apologie de l'alcool. Il faut se calmer. C'est pas une mauvaise chose que l'humanité devienne un tout petit peu plus posée et puis qu'on se calme avec ça et qu'on soit un peu moins dans l'addiction et un peu moins dans le malheur. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Je te Alors rejoins là-dessus. maintenant, plus globalement, et ça on peut le faire pour des éventuels gens chez LVMH qui perdent leur boulot ou d'autres, parce qu'avec l'IA maintenant ça va commencer à aller vite. Moi, il y a un conseil que je C'est donnerais aux gens. rassurant. Non, mais ça sert à rien de raconter Actuel. des cracks. En fait, on voit aux États-Unis ça a commencé. En fait, les codeurs ils trouvent plus de job. Le patron de l'école 42, il disait l'autre jour sur LinkedIn que leurs stagiaires ils trouvent plus de stage. Ah, à ce point. Mais il n'y a pas de miracle. Et du coup, ce n'est pas la grande disparition en 3 semaines, mais ça va quand même se tendre. Alors, le tableau n'est pas aussi sombre, mais ce qu'il faut faire pour les gens pour tout le monde en fait, si vous êtes en emploi, pas en emploi, au chômage, pas au chômage, en galère, pas en galère, d'accord? En fait, il faut se mettre à l'IA. Mais pas genre, j'ai dialogué une fois avec ChatGPT comme ça pour me marrer en essayant de le mettre en échec. Je vous le dis, si dans 2 ans, vous ne maîtrisez pas les outils IA dans votre domaine et en général, vous n'êtes plus employable. Basta. Tu veux Basta dire quoi cause. par maîtriser? Parce qu'il y a quelqu'un qui avait dit t'as pas besoin de maîtriser, tu peux juste savoir utiliser. Tu définirais comment maîtriser? Ah, alors, maîtrise, je ne suis pas d'accord en fait. Juste utiliser. Ce n'est pas Word. Hein.
C'est pas un outil. C'est quelque chose qui change notre rapport au savoir, qui change notre rapport à la production. C'est quelque chose qui qui va changer la structure des entreprises, qui change déjà la structure des entreprises, qui change notre rapport aux processus qui sont remplacés par en fait des objectifs. Non, non, non. C'est pas une transformation, c'est une véritable mutation. D'accord? Et alors, tu Donc, définis comment maîtriser? maîtriser, ça veut dire y passer un temps significatif pendant des mois et se donner la peine. Alors moi, j'ai développé toute une stratégie pour faire ça, c'est faire, muter, réinventer. Ça veut dire, vous prenez un accès à ChatGPT, il faut l'utiliser dans toutes vos tâches, que ce soit parce que vous aimez tailler les bonsaïs, faire de la cuisine, réparer des vélos, écrire des livres, peu importe. Mais il faut se mettre à l'utiliser, puis pas essayer de voir cet outil comme un outil pour pouvoir le mettre en échec, parce qu'évidemment que vous y arriverez, mais il faut bien voir que en fait, ces entités, appelons-les comme ça, en fait, elles progressent de semaine en semaine et de mois en mois. D'ailleurs, toutes les études qu'on voit qui sont faites par l'université, elles datent de modèles qui ont déjà 12 ou 18 mois. Ouais. D'accord? Et pourquoi? Parce que quand tu fais une étude, il faut décrire l'étude que tu vas faire, rassembler une cohorte, faire les tests, écrire le papier est soumis, il est revu par des pairs, et pour finir, il est publié. Donc, on est 12-18 mois plus tard. Et en fait, ça va à une telle vitesse que ce qu'on voit maintenant comme dernière étude, c'est évidemment déjà obsolète. Donc, en fait, il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre maintenant. Utiliser, pour être très concret, vous vous faites un compte gratuit sur ChatGPT, vous réfléchissez à quelque chose qui vous intéresse. Je ne sais pas, vous devez répondre à votre assureur maladie pour un truc. Vous voulez redécorer votre salon. Vous voulez dialoguer parce que vous avez une difficulté personnelle, parce que vous vous êtes fait virer, puis qu'en fait, c'est hyper dur et puis qu'il faut s'en remettre. Et ce qu'il faut s'habituer à faire, c'est comme si vous avez un stagiaire à vos côtés qui avait un doctorat dans pratiquement toutes les matières et puis qui pouvait vous aider, mais il faut apprendre à dialoguer avec lui pour lui demander de faire quelque chose pour vous. Et c'est comme avec une personne. En fait, quand vous avez un collègue, il faut contextualiser la demande. Younes, est-ce que tu pourrais, entre ce soir et demain matin, creuser un trou à tel et tel endroit? J'ai fait un trait orange. Tu vois ce que je veux dire? Quand on demande à quelqu'un, quand on travaille entre humains, en fait, on a un schnick-schnack pour savoir comment on se transmet le bébé. Et bien, en fait, avec l'IA, c'est la même chose. Il faut penser à l'IA plutôt comme une personne. Bien sûr, ce n'est pas une personne, mais pour pouvoir bien les prompter et faire un usage efficient, il faut voyez ça comme une entité. Je garantis, en fait, aux auditeurs, en fait, déjà maintenant, ça va être limite, mais dans 12, 24 ou 36 mois, si vous y êtes pas mis, ça va être… faut prendre le sujet en main. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est impératif. Surtout que ça change beaucoup. Hein. Et puis en plus… c'est rigolo à faire. Ouais. Bon, moi, je ne miserais pas forcément que d'utiliser ChatGPT. J'en utiliserai d'autres aussi, parce qu'on ne sait pas si eux-mêmes vont encore exister dans 12-24 mois, parce que moi, je vois comment le futur de l'IA, c'est que ça va être intégré partout, en fait. Là, comme je te disais, moi, j'ai pris le Google Pixel Pro, partout dans les images, dans les photos, dans les machins. Tu as de l'IA partout et je ne vois pas comment OpenAI va pouvoir être intégré dans les outils du quotidien. Il faut s'y mettre et vous pouvez faire ce qu'il faut. Le truc très important, c'est de faire soi-même. D'accord, il ne faut pas lire des articles dans les journaux sur comment c'est. Il faut le faire. C'est comme le vélo. Écrire à propos de faire du vélo, c'est une chose. Être sur un vélo et avancer, c'est autre chose, parce que là, on risque de tomber. D'accord? Donc, en fait, vous allez comprendre en fait ce que c'est que l'IA que si vous l'utilisez, mais il faut l'utiliser pour faire des vraies choses. Je vous dis, demandez à l'IA de vous faire une stratégie pour rénover votre cuisine, dites-lui quel est votre budget, faites des photos, vous lui demandez de l'aider, de vous aider. Peu importe, en fait, un truc que vous êtes en train d'essayer de faire ou que vous avez envie de faire ou qui n'aurait pas été possible d'aventure il y a quelques mois ou quelques années, vous avez maintenant cette chose à disposition en fait pour avancer. C'est hyper marrant à faire, mais il y a des moments où on se rend compte que c'est tellement puissant et ça crée une espèce de vertige intérieur. Tu l'as sûrement déjà ressenti. Absolument. Ouais. Absolument, c'est clair. Et c'est ça qu'il faut faire parce que c'est ça qui va vous préparer. Faites-le.
Voilà, ça, faut faire ça. Profiter de ce temps que vous avez maintenant, que vous soyez en emploi ou pas en emploi. Et perdre un job, c'est super dur, c'est super triste, c'est super difficile. Bon, ben, maintenant, là, ce qu'il y a de bien avec l'intelligence artificielle, c'est qu'en fait, c'est more power to you. Ça élève, si vous utilisez ces entités à votre profit, en fait, ça vous désensable. Ouais. Ne serait-ce que pour faire des postulations. Ah bah oui, tes lettres de Boum, customise motivation, la ton lettre, CV, tel et tel employeur, voilà son site internet, voilà la lettre précédente, papapam. trouver les mots-clés, etc. Ouais. Puis en plus, c'est complètement légitime parce que derrière, c'est sûrement une IA qui va analyser votre lettre. Alors bon, il y a un moment. L'IA entre IA. Donc, non, non, il faut. Le conseil que je donnerais, c'est ça. Et puis la deuxième chose, c'est de ne pas rester prisonnier. Quand il arrive un malheur ou une difficulté, bien sûr, il y a un moment où on ramasse, quoi. Hein. Donc voilà, on éprouve une certaine tristesse, etc., etc. Posez-vous la question de savoir, Machiavel dirait comment vous venger le mieux. Ben, la meilleure manière de vous venger, c'est de rebondir le plus vite possible. Et surtout émotionnellement, d'essayer de ne pas rester prisonnier en fait dans ce moment blessant. Faites autre chose, construisez, faites pousser quelque chose de nouveau. Après, vous pouvez réfléchir intellectuellement à ce moment qui est, ma foi, ultra dur et ultra embêtant, mais il ne faut pas y rester émotionnellement, faut aller ailleurs. Il ne faut pas le prendre personnellement quand il faut Exactement. licencier. Exactement. Et surtout, il ne faut pas rester dans cette émotion qui est style vengeance, maugréer, geindre, maudire telle et telle personne parce qu'il ou elle a fait ça. Essayez de vous poser la question, même si c'est dur, en fait, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi ça m'est arrivé? Est-ce que j'aurais pu voir le truc? Il ne faut pas se concentrer uniquement sur la malhonnêteté ou l'éventuelle méchanceté d'un collègue ou d'un chef, ce qui est tout à fait possible. Mais en fait, on s'en fout. Déjà, vous bossez plus là. Donc, bon, C'est bah, fini. qu'il aille au pif. Et puis, deux, le meilleur truc à faire, c'est d'être heureux soi-même. Donc, les Américains sont très bons, ils disent moving on, let's move on. C'est ça qui Je suis d'accord avec toi. prochain chapitre, direct. Prochain chapitre. Et j'aimerais juste ajouter avant de clôturer, parce que justement, on parlait de l'IA, tu parlais d'IA, des emplois qui vont disparaître à cause de l'IA, mais on voit que aussi dans l'industrie automobile, c'est compliqué. Airbus en parlait aussi, donc même tous ceux qui sont proches de l'atome à cause, entre guillemets, de la Chine. Qu'est-ce que tu verrais comme industrie, en fait, sur quoi il faudrait se concentrer? Oh la vache. Alors, grosse question. Je pense que un truc à faire où il y a du jus, mais encore une fois, La drogue. bien sûr, non. C'est vraiment, on dit pas ça, c'est sûrement illégal, Younes. Non, non. Non, non. Je dirais il y a deux choses. La première, c'est essayer de comprendre ou de sentir ou de trouver ce qui vous excite vraiment, ce qui vous plaît, là où vous avez du plaisir, de la compétence, de la joie. C'est Alan Watts qui l'explique, j'ai déjà dit plein de fois, il dit, bon, ben, faites cette expérience de pensée, vous gagnez 100 millions, une fois que vous avez 100 millions, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez voyager, vous vous mettez sur une plage pendant 6 mois, une fois que vous êtes rôti comme un vieux poulet, vous vous dites, bon, ben, là, maintenant, j'en ai marre de la plage, bon, ben, voilà, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais occuper mes journées? Puis essayez de vous dire, ben voilà, je vais faire du tam-tam dans la rue, ou je vais dessiner des habits, je vais donner des cours, j'en sais rien. Et là, en fait, dans cette pré-réponse, il y aura quelque chose en fait qui vous plaît vraiment. Et puis, il faut après essayer de trouver le job rémunéré qui est le plus proche de cette chose qui vous plaît vraiment. Voilà. Ça, c'est une chose, c'est aller vers le plaisir. Ouais, vas-y. C'est drôle ce que tu dis juste avant d'enregistrer le podcast. J'ai mon pote Andreas qui me dit, viens, on va boire un café. Puis on était boire un café, lui, il est architecte. Et puis, c'est lui qui s'occupait de la rénovation. Puis c'est une fille qui a repris et qui a fait 4 ans d'études de droit international. Puis justement, elle a décidé d'arrêter et puis elle a voyagé. Puis elle a repris ce coffee shop. Et elle est passionnée de café. Elle fait des trucs incroyables. Voilà. Mais faut pas lui payer le café à cette meuf parce qu'alors là, tu finis à Guantanamo. Hein.
Non, 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 mais tu payes, justement, c'est oui. cool Donc, d'encourager. on arrive dans un monde où, ma foi, il y aura moins de thunes et en fait, il faut se laisser guider. Dans les années 60, 70, 80, si tu étais un bon soldat, puis tu allais bosser dans je sais pas quelle boîte, tu avais un travail à vie et tout, mais ça maintenant c'est fini. Donc en fait, il faut essayer de faire ce qu'on aime, ce que vous allez faire tellement bien qu'il n'y a que vous qui pourrez le faire aussi bien parce que vous êtes vous. Vous êtes unique, tout le monde est unique, tout le monde a des qualités. Mais c'est le travail de chacun et la responsabilité de chacun d'essayer de se mettre dans une situation où il ou elle va pouvoir vraiment briller, se libérer, s'envoler et être heureux. Et l'IA, ça vous aide pour ça. Donc, allez vers le plaisir plutôt que le devoir. Ça, c'est la première chose. Et puis, le deuxième conseil que je donnerais, c'est mettez-vous à l'IA tous les jours, investissez du temps. Si vous travaillez, je sais pas, dans le génie civil, ben regardez qu'est-ce qu'il existe dans le génie civil, lisez, essayez, mais il faut pas juste lire, il faut faire. Vous downloadez ce truc, vous faites un compte gratos pour 30 jours. Après, si c'est fini puis que vous ne pouvez plus l'utiliser, ben, vous faites un autre email gratos, puis vous hackez le système. Il faut maintenant se déniaiser et se mettre à côtoyer ces entités pour comprendre en fait ce qu'elles peuvent amener. Parce que si vous cherchez un job ou que vous voulez changer de job, ça vous donne un avantage absolument dingue parce qu'il y a plein de gens qui s'y mettent pas, ça leur fait peur, ils disent oh là là, mais je vous dis, l'IA, c'est pas maintenant, c'est hier. Les grands groupes l'ont très bien compris, les entreprises tech l'ont compris. Je pense que la raison pour laquelle les grandes entreprises ne vont pas plus vite, c'est qu'elles vont devoir changer de structure pour pouvoir s'adapter à ça. Ça va complètement. C'est pas une petite transformation. C'est pas genre un changement de coupe de cheveux. C'est comme de passer de une tête à deux têtes. Toing, tu vois. C'est une vraie mutation en fait. C'est pas juste un petit coup de rouge à lèvres. C'est un gros truc. Donc, en fait, en tant qu'individu, si vous voulez déjà plus kiffer les choses et puis plus vous amuser, puis être plus employable, il faut se mettre à l'IA. Mais même si c'est parce que vous êtes DJ le week-end, regardez ce qui existe, essayez de. Parce que si vous l'utilisez dans un domaine qui vous plaît, vous allez mieux comprendre en fait le potentiel de cette chose. Donc, même pour mixer de la musique, c'est cool. Si vous êtes passionné de photos, c'est cool. Regardez les outils qui existent. Vous allez dans Google, vous tapez le sujet qui vous intéresse, photographie, IA, et puis vous suivez le fil, vous tirez le fil de la pelote. Mais il faut faire. Il ne faut pas juste blaguer, il faut faire. Et puis une fois que vous avez fait, vous avez cette grande, des espèces de joie / terreur intérieure parce que vous vous rendez compte de tout ce que ça remplace et de tout ce que ça fait et à quel point c'est puissant. Puis du coup, émotionnellement, vous vous remettez dans le truc. Puis là, vous allez comprendre qu'en fait, ça peut réellement vous soutenir et vous aider. Et puis, on va comme ça, comme sur les montagnes russes, voilà. Mais il faut y aller. Il y a beaucoup de joie, en fait, dans l'utilisation de ces choses. Et ça vous donne un avantage compétitif de dingue, soit pour commencer une boîte, soit pour rejoindre une entreprise avec des compétences au goût du jour. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il n'y a personne qui est bon, à part ceux qui l'utilisent maintenant, parce que ça change tellement vite, de semaine en semaine et de mois en mois. Si vous vous y mettez maintenant, vous êtes bon. C'est pas que vous C'est avez vrai. du retard, comme s'il fallait apprendre le latin. Tu t'as donné beaucoup de tips à notre audience. Je te donnerai le mot de la fin, un tips pour Bernard Arnault. Qu'est-ce que tu peux lui, Un qu'est-ce type que pour tu peux lui Bernard dire? Arnault. Ouais. Ah ben, Qui visite ton site elitebrain.ia non. déjà. Le- Comment ça? Non, non. non. S'il nous Mais écoute. non, j'avais vu un reportage, je ne sais plus sur quelle chaîne de télévision française, et tu le voyais en fait. Déjà, il a des costumes magnifiques. Quelqu'un qui a de beaux costumes, tu peux être un peu en admiration. Et on voyait en fait la télévision qui se baladait dans ses bureaux, et il a une collection d'art qui est complètement magnifique. Et j'ai vu une œuvre en fait dans son bureau que j'avais vue à San Francisco au MoMA. Je me suis dit, ce type, malheureusement, je n'ai pas le nom de l'artiste, c'était une espèce de marguerite comme ça, bleue, dans un fer à béton, un truc, mais tellement beau, qui m'avait beaucoup ému, en fait. Ce type a du goût. En plus d'être fort dans les affaires, il a du goût. Et quel conseil tu peux lui donner? Où est-ce qu'il va le POC? Où est-ce qu'il va le puck? Ouais. Dans son Moi, je domaine. pense que, je peux parfaitement me tromper, mais je pense que LVMH va aller de Oh, succès merde. en succès. Non, Je- au je contraire. plaisante. Je pense qu'ils vont aller de succès en succès parce que, en fait, leur marché,
je ne sais pas si c'est le 1% ou le 0,1%, mais en fait, le nombre de gens très, très riches est en augmentation dingue. Et je pense que le marché du luxe va s'adapter à ça. Et puis qu'il y a le luxe que toi et moi, on voit, par exemple, les sacs Louis Vuitton à 500 ou 5000 euros, qui vont continuer en fait à exploiter comme filon. Mais je pense que maintenant, il y a un truc de l'ultra giga luxe où ils vont pouvoir proposer des expériences absolument ahurissantes pour un niveau de pognon que toi et moi, on ne peut même pas imaginer, en fait. Tu vois? Parce que nous, on est là, on s'est acheté un micro Rode, 89 francs chez Galaxus, excellent micro, mais genre, nous, quand on commande un micro, on se dit, bon, qu'est-ce que je fais? 89, ça passe, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas à l'économie, on n'est pas à la retirette, mais quand même, on ne s'est pas commandé un de ces micros Shure à 300 ou 400 francs. Donc, on est dans un monde, en fait, comme la plupart certainement des gens qui nous écoutent, ben voilà, il faut faire des choix, des compromis. Et moi, je ne m'en plains pas du tout, je ne trouve pas ça désagréable du tout, c'est aussi un peu fun. Mais voilà, et je pense que LVMH, ils sont produits à un avenir brillantissime parce que c'est une société qui est globale, qui à la fois va utiliser et milquer le créneau des ultra giga méga riches et puis vendre, si tu veux, l'aura de cette apparente richesse pour avec les sacs Louis Vuitton et autres. Tu vois, Ouais. mon intuition, c'est qu'en fait, les sacs Louis Vuitton, ils sont achetés par des gens pauvres. Ah, les wannabe, ouais, 500, 600 balles, c'est clair. Je pense que les autres aussi. Tu penses? Ouais. Tu me diras, après, c'est vrai que, en tout Je cas, dis ça, moi, je habitant ne me en suis jamais Suisse. acheté de sac. Alors, tu Non, vois, mais c'est vrai que quand tu habites en Suisse, tu as ton salaire minimum à 5000 balles. Si tu économises bien sur quelques mois, tu peux facilement te prendre un truc, Mais oui. un Mais truc si vous en voulez, très de gamme, tu vois. l'horizon indépassable d'une vie, ça ne peut pas être un sac à main, quoi. Même les Chanel à 2005 ou 3000, ça Ouais. passe. Voilà, Tu donc, sais que moi, je discutais avec des amis qui ont leurs enfants dans des écoles privées, tu vois. Type école 1, tout le Roset, machin. Et ils me disent, certains camarades de classe, ils reçoivent 4 5 000 balles d'argent de poche par mois. et bien sûr, mais sinon, tu ne tournes À pas, 12 Younes. 13 ans, quoi. Bah, bien sûr, Tu te bah, rends compte? à 12 ans, tu es à 5000, c'est normal. Hein. Arrête. Tu te rends compte, c'est quand même un truc de malade. Bah, je pense que oui et non, mais c'est presque à faire rire parce que je pense qu'en fait, c'est rendre un immense desservice à ses enfants. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord Enfin, avec toi. je pense que c'est la malédiction, c'est-à-dire que tu es complètement en dehors de la vie. Ce qui compte, c'est d'avoir des copains, d'apprendre la vraie vie. Encore une fois, elle est plus au foot ou dans les galères que dans cette espèce d'apparente facilité qui t'anesthésie de la vie, la vraie. Pour mener une vie heureuse, il faut se frotter au réel, il faut savoir un peu qui on est. Et en fait, le problème, c'est pas les galères, tout le monde en a. La vie, c'est comme ça, c'est des tuiles qui tombent de temps en temps. Mais ce qu'il faut, c'est développer et prendre conscience des ressorts intérieurs qu'on a pour pouvoir en fait les surmonter, grandir et avancer. C'est ça qui fait une vie heureuse. C'est pas une vie sans ennui. C'est une vie avec joie et avec ennui. Puis qu'en fait, quand on a un ennui, on sait qu'on va pouvoir, comme un cheval, en fait, on y revient toujours, on va pouvoir sauter l'obstacle. Tout est équestre. Cette émission était complètement équestre. Une émission épique. Épique. Épique? Épique. Pascal, je te remercie. C'est moi. À Ciao, tout bientôt, ciao. Younes. Ciao.